Quand je suis rentré en médecine, j'avais peur du sang. J'avais la phobie du sang, je voyais une goutte de sang, je tombais dans les pommes. Comment tu as vécu le premier décès d'un patient? Je me retrouve dans la chambre, un peu seul avec le mort, à devoir confirmer la mort. Lorsque j'étais de garde et que je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'avoir une vie normale, entre guillemets, et d'être, quand je suis aux urgences, d'être dans un autre monde en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent jamais sur YouTube parce qu'ils veulent toujours la vidéo parfaite, le son parfait, l'image parfaite. Un autre youtubeur que j'adore énormément et puis qui m'a beaucoup inspiré, c'est Inoxtag. Pour moi, c'est un vrai monstre en termes de communication. Oui, j'aimerais beaucoup avoir une petite équipe, alors pas 20 personnes, mais d'avoir 3, 4, 5 personnes avec moi. Moi, mon objectif, c'est d'être le docteur urgentiste de YouTube. Donc bonjour François-Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et on va commencer tout de suite en demandant de te présenter parce que même si tu as quand même une grosse communauté sur les réseaux, peut-être que des auditeurs ne te connaissent pas encore. Eh ben, merci beaucoup, tu peux m'appeler FX, hein. FX, ok, je retiens. Moi, je suis médecin urgentiste depuis 10 ans à l'hôpital et au SAMU. J'ai une activité assez variée aux urgences, au SMUR, à la régulation au centre 15. Et je suis spécialiste en médecine catastrophe. Et au final, j'ai une petite spécificité, c'est que je suis également responsable du CESU, c'est l'école du SAMU. Donc j'ai beaucoup de formations en pédagogie. Et d'où en fait la création de ma chaîne YouTube où j'avais envie d'informer et d'éduquer les gens sur mon métier, sur les urgences. Parce qu'avec un petit peu d'expérience et donc quelques années, on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes problèmes et les mêmes questions que les gens se posent. Donc finalement, on l'a compris, FX, DocFX, c'est ton nom sur les réseaux, ça colle avec François-Xavier, je suppose. Ouais, alors c'est assez naturel en fait, hein, FX, parce que tout le monde m'appelle FX, hein, personne ne m'appelle François Xavier, hormis mes parents, mais voilà. Mais sinon, oui, ça reste FX quand même. Et puis Doc, c'était pour mine de rien, c'est important lorsqu'on communique sur la santé, d'avoir quand même la notion de docteur, je pense que c'est important. Après, il faut vraiment être clair sur son identité. Après, j'avais pas envie de mettre docteur en médecine, etc., etc. Mais après, sous l'étiquette, alors ça, c'est un autre truc, sous l'étiquette doc, on met un peu ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes, pharmaciens, ou voilà, qui peuvent utiliser un peu l'étiquette docteur, où ça peut un peu être confusionnel. Mais voilà, je voulais un truc un peu sympa, un peu qui se retient bien. Et DocFX, ça se retient très bien. Ça se retient très très bien en effet. Alors on va partir sur sur des premières questions, plutôt sur ton parcours perso. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir urgentiste? Est-ce que ça s'est décidé directement? Est-ce que c'est la spécialité que tu ciblais quand tu es rentré en médecine? Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur ce bel univers? Alors moi, quand je suis rentré en médecine, j'avais peur du sang. Ok. J'avais la phobie du sang, je voyais une goutte de sang, je tombais dans les pommes. Et en fait, j'ai toujours voulu faire la médecine, j'ai toujours voulu devenir médecin. Je sais pas, c'était ancré en moi, en fait. C'était quelque chose que ça me passionnait de comprendre comment fonctionne le corps humain et d'aider les gens. Et j'ai commencé à prendre des stages en fait à l'hôpital où il n'y avait pas de sang. Voilà, je me suis plutôt orienté au début vers la neurologie. Au final, c'est une spécialité qui m'a pas trop plu parce que c'est beaucoup de maladies chroniques. Et D'accord. bon, c'est très intéressant, mais je sentais que j'étais pas totalement épanoui là-dedans. Et au final, je me suis retrouvé un petit peu par hasard à un moment en stage aux urgences pédiatriques. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'esprit d'équipe, le fait qu'aucune journée se ressemble et que c'était vraiment très dynamique. Et dans un deuxième temps, j'ai enchaîné avec les urgences adultes cette fois. Et je me suis totalement épanoui à ce moment-là. Et c'est une vocation au final et une passion. Voilà. Comment tu as surmonté ta peur du sang? C'est quand même une grosse crainte. Personnellement, je l'ai aussi. C'est pour ça que quand j'ai fait les stages à l'hôpital, j'ai toujours évité les trucs où il y avait du sang. Comment tu as fait pour passer par-dessus? Au début, j'avais un petit peu honte. C'est que Ok. lorsque j'étais en stage en médecine, même en amphithéâtre, hein, il y avait des photos, je sortais de l'amphithéâtre en courant avant de faire un malaise. Ok. Et au final, lorsque le pire pour moi, c'était lorsque je me suis trouvé en stage en chirurgie, Bah oui. où là, tu es au bloc opératoire à côté du chirurgien, et tu dois valider ton stage, donc t'as pas le choix. Surtout que t'es pas que passif à regarder, tu es aussi, par exemple, à tenir les écarteurs pour que le chirurgien puisse bien intervenir. Donc la mission est quand même importante. Et le souci, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix, il fallait que je sois présent et que je fasse ce geste-là. Mais au final, je me suis dit, moi, mentalement, je suis pas obligé d'être là.
et je me suis en fait évadé dans ma tête où je suis parti en vacances à la mer. Ok, Et c'est ce qu'on appelle au final l'auto-hypnose. Et j'ai fait de l'auto-hypnose sans savoir que c'était de l'auto-hypnose. Donc spontanément, ok. je me suis mis en transe, mais c'est quelque chose de naturel du cerveau, on le fait un peu tous en fait. Et moi j'étais très réceptif et je l'ai fait sans le savoir. Et ce qui m'a d'ailleurs aidé à totalement surmonter ma phobie du sang. Maintenant j'ai plus aucun souci avec ça, au contraire, mais maintenant je vois même des horreurs en Ouais, intervention forcément. SAMU et ça ne me fait plus rien du tout. Et au final, je me suis rendu compte seulement quelques années plus tard que c'était de l'hypnose. Voilà. D'accord, OK. Ah non, c'est vrai que c'est très fort et maintenant, du coup, est-ce que tu te mets toujours en état d'hypnose ou maintenant c'est naturel? Alors, bah, de toute façon, l'état hypnose, c'est un état naturel. Il suffit de se dire qu'on le fait tous, même plusieurs fois par jour. D'accord. Il suffit de prendre les transports en commun. Et puis, assez vite, au bout de 5-10 minutes, vous allez être en train de penser à quelque chose et être un petit peu ailleurs et puis être présent physiquement dans le métro, dans la voiture. C'est typiquement, vous êtes dans la voiture et vous dites, ah zut, j'ai oublié de prendre le pain, ou zut, je suis déjà arrivé, et parce qu'en fait, vous étiez en train de penser à autre chose. Et ça, c'est un état un peu d'auto-hypnose. Et il suffit qu'il y ait un événement, comme par exemple un animal qui traverse la route ou quelqu'un qui va freiner brutalement, et vous revenez un petit peu physiquement, on va dire mentalement et physiquement dans la voiture, et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc c'est une espèce de sortie de transe en fait. Et puis après quand vous repartez, bah vous repartez dans vos pensées. C'est un peu l'expression être dans la lune. Être dans la lune, c'est un peu être un peu en transe. Donc on le fait tous plus ou moins, plusieurs Naturellement, fois ouais. par jour. Et on ne peut pas ne pas faire d'hypnose. C'est comme si on disait, moi je ne rêve pas. Tout le monde rêve, même si on ne se souvient pas de ses rêves, mais tout le monde rêve. De la même façon, tout le monde fait de l'auto-hypnose. Et moi, je m'en sers encore là dans mon quotidien quand je pars sur des interventions difficiles. Ça me permet de me mettre un peu en condition mentalement. D'accord, OK. Ça, c'est un sujet, c'est une question qui est c'est peut-être pas la question la plus à droite que je vais poser, mais c'est une question que je me pose parce que toi, c'est vrai que comme tu l'as dit, tu es exposé quand même à des situations très dures. Heu, Comment tu as vécu, finalement le premier décès d'un patient? Bonne question. Le premier décès, alors quand j'étais externe, j'ai pas trop de souvenirs. Bon, j'étais encadré quand j'étais externe étudiant, j'étais encadré avec des internes et avec des chefs, donc on voit Tu un te mort, reposes, ouais. on voit un mort, mais on n'a pas vraiment de responsabilité ni autre. D'accord. Un de mes premiers morts à prendre en charge, entre guillemets, c'est bah, une de mes premières gardes d'interne où l'infirmière qui m'appelle à 2-3 heures du matin pour m'annoncer que quelqu'un est décédé, que c'était un décès qui était attendu. Et voilà, et donc je me retrouve dans la chambre un peu seul avec le mort, à devoir confirmer la mort parce que on nous appelle pour ça, hein, donc D'accord. c'était un peu anxiogène au début. Mais bah, du coup, je fais ce que j'ai appris en cours, je vérifie les réflexes, je vérifie les bruits du cœur, je vérifie s'il respire encore ou pas. Et chose que j'avais pas prévue, d'ailleurs, c'est un peu qu'on m'avait pas expliqué pendant mes études, c'est que la personne avait un pacemaker D'accord. et que lorsque quelqu'un est décédé, il faut lui retirer son pacemaker. Et que ça, c'est un geste médical, c'est les médecins qui le font. Et donc là, bah, j'ai dû retirer un pacemaker alors que je ne l'avais jamais fait et que je ne l'ai jamais vu faire. D'accord. Ah Donc, oui, en effet. il était 3 heures du matin, hors de question de rappeler un chef pour ça à ce moment-là. Et heureusement, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'hôpitaux, je suis tombé sur une super infirmière qui était déjà très expérimentée et qui m'a montré en me disant bah faut faire une incision comme ça, elle m'avait guidé, elle était restée à côté de moi. Et au final, bah, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo YouTube là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internes, enfin, je sais pas si ça a changé, mais qui ont pas obligatoirement cette notion. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Est-ce qu'on on vous forme là-dessus ou pas? Est-ce que vous avez un accompagnement psychologique justement sur ces premières étapes, sur les choses difficiles que vous allez voir dans votre carrière? Non, non, non. Enfin, en tout cas, sauf encore une fois, moi, ça fait 10 ans que j'ai été formé, donc je suis pas à jour sur les derniers cours ou les dernières recommandations, mais moi, à ma connaissance, non. Et même sur la communication, parce que moi, j'adore bah, communiquer, et il n'y a aucune formation vraiment sur la communication. Mmh. Euh, Alors si, enfin, il y a quand même on va dire des séances de simulation. Ou des séances de simulation, c'est-à-dire qu'il y a un médecin ou un mannequin qui va simuler un patient. Et l'objectif, c'est de discuter un petit peu du relationnel à aborder avec le patient. Donc si, enfin je dis une bêtise, c'est quand même un petit peu fait.
mais ça reste quand même assez C'est léger. léger. Et au fait, on apprend tous par compagnonnage, c'est-à-dire que ça est en stage avec nos maîtres, avec nos chefs, qu'on va apprendre le relationnel, voilà. Même si on a Ouais, ça tous s'apprend sur le terrain. même si on a tous nos personnalités, il y a des médecins qui sont un peu plus secs, d'autres un peu plus dans l'empathie, d'autres un peu moins. On a tous notre curseur qui est variable en fonction de notre comportement et de on va dire, nos qualités et de nos défauts. Mais dans l'ensemble, on essaie quand même de respecter les codes qu'on nous a appris en termes d'information médicale. Carrément. Bah, ça justement, on va y venir. Tu as dit le mot magique, tu as dit le mot communication, on va évidemment parler, ça va être un petit peu le cœur du podcast. Mais une dernière question sur ta vie professionnelle et ta vie, d'urgentiste. Donc on vient de le voir, c'est vrai que des fois tu peux être confronté à des choses qui sont pas super, joyeuses. Comment tu fais pour te vider la tête après une garde, par exemple? Bah moi, c'est très simple, c'est que j'ai un petit peu de temps de route avant de rentrer chez moi. Et bah, c'est la voiture en fait. Parce que du coup, la voiture, bah, comme on disait tout à l'heure, ça fait un peu de l'auto-hypnose. Et souvent, je mets la musique, soit j'écoute bah, justement des podcasts ou la radio, je mets de la musique et puis ça permet de vider la tête. Alors après, avec le temps, il y a des interventions qui sont plus ou moins difficiles. Et quand c'est des interventions qui sont très difficiles psychologiquement, bah, souvent lorsqu'on revient d'intervention, on fait un débriefing à chaud, enfin, on en parle avec l'équipe, avec les gens qui ont vécu ça avec nous. Souvent autour d'un café, hein, on dit ah bah tiens tu prends un café avant de repartir. Bah ouais, souvent le petit café avant de repartir. De voir d'autres patients qui viennent parce qu'ils ont peut-être pas grand chose ou parce qu'ils se sont tordus le doigt et qu'on vient de vivre par exemple le décès d'un enfant. Et bah le café c'est l'occasion de rediscuter un peu de ce qui s'est passé, notre ressenti, etc. Et souvent, si ça suffit pas. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est également dans le milieu médical, donc des fois, ça m'arrive de OK. lui en parler, d'en discuter avec elle. Et puis après, le plan C, bah, il y a des psychologues aussi sur l'établissement à disposition. Mais moi, à titre personnel, j'ai jamais discuté avec une psychologue à propos d'une intervention difficile. Et à ma connaissance, dans les soignants autour de moi, il y a personne ou très très peu de personnes également, quoi. C'est peut-être dommage d'ailleurs parce qu'il y a peut-être quand même un changement de fond à avoir là-dessus on sait que la santé mentale, c'est un gros enjeu, notamment dans la santé, quand on parle des étudiants et cetera. Est-ce qu'il y a peut-être une forme de honte d'aller voir un psychologue? Peut-être. Peut-être. Alors après, je sais que les soignants au niveau des urgences, on a aussi ce sentiment pas de surhomme, mais d'être un petit peu, voilà, oui, de faire la part des choses entre les malades et les non malades. Nous, on se considère dans nos têtes comme des non malades. Donc on a un peu du mal des fois à se confier ou à se livrer. Oui, ça peut être vu comme une espèce de honte ou de faiblesse chez certaines personnes. En tout cas, c'est pas du tout ancré dans les mentalités, hein. Et une dernière question là-dessus, est-ce que ça t'apporte du recul sur la vie? C'est vrai que j'ai quand même pas mal de potes, pareil, anesthésistes, réanimateurs et cetera, qui sont confrontés à toutes ces choses-là et généralement, c'est des personnes qui ont quand même, de la hauteur sur la vie, qui ont du recul. Est-ce que ça t'apporte du recul, ton activité? Ah bah complètement. Oui, oui, ça complètement. Au début, quand j'étais jeune et interne, c'était quelque chose qui me marquait beaucoup plus qu'aujourd'hui. En gros, lorsque j'étais de garde et que je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'avoir une vie normale entre guillemets, et d'être quand je suis aux urgences, d'être dans un autre monde en fait. C'était vraiment ça. OK. Et ça, ce sentiment-là, maintenant, je ne l'ai plus. Parce que j'ai peut-être une autre vision en effet de la vie, mais de l'importance de la vie, en tout cas, oui, j'ai d'en profiter, oui, et puis d'autres événements que j'ai vécu personnellement font que, voilà, dans tous les cas, je suis vraiment très attaché en fait, et j'ai une vision en effet différente. Trop cool. On va parler maintenant de YouTube. Donc, tu t'es lancé sur YouTube il y a un peu plus d'un an. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai découvert. Mais tu étais déjà présent sur d'autres réseaux sociaux avant, sur lesquels et qu'est-ce que tu produisais comme contenu sur ces réseaux? Alors moi j'étais surtout actif avant sur Twitter. J'ai commencé par Twitter, c'était largement avant le Covid. C'était vers 2015 ou 2016. Parce que vu que je suis dans la pédagogie, je me suis rendu compte que c'était un réseau où on pouvait parler avec des confrères, notamment certains passionnés de leur spécialité et d'apprendre des choses. Alors, j'ai discuté avec des cardiologues sur Twitter, avec des dermatologues, avec des pneumologues qui faisaient des retours sur des patients, des trucs très très intéressants. Et au début, j'étais vraiment à m'éduquer et je me suis rendu compte qu'au final, je pouvais aussi peut-être apporter des choses et j'ai voulu quand même expliquer des choses à ce moment-là un petit peu sur mon métier.
Et au fur et à mesure des années, j'ai mon compte qui a commencé à prendre de l'ampleur pour être très synthétique. Régulièrement, hein, ça prenait de plus en plus d'ampleur de semaine en semaine. Avec deux effets, on va dire, qui ont été un petit peu boost sur ma chaîne. C'était l'accident de mon épouse et la naissance de ma fille, que j'ai partagé sur Twitter, qui sont des choses assez personnelles où moi, c'était pas prévu que je raconte des choses privées. Mais ça a eu un tel impact sur ma vie que j'étais en état de choc au moment de l'accident et que j'ai eu envie de partager ça. Enfin, j'étais pas dans une très bonne phase à ce moment-là. J'avais eu envie de partager ça. Et en retour, j'ai eu énormément de soutien, ce qui m'a très sincèrement aidé à surmonter cette épreuve. Et après, les gens demandaient des nouvelles. Donc en fait, je donnais des nouvelles régulièrement. Donc ça m'a permis de donner beaucoup de visibilité et indirectement, même si c'était pas le but, d'augmenter ma communauté. Et dans un deuxième temps, il y a eu le Covid. Où le Covid, je suis médecin dans l'Est, à Épinal. Donc en fait, on était dans la première vague, vraiment au cœur du cyclone, on va dire. Ok. Et ça m'a permis également de développer cette communauté. Et cette communauté était relativement importante. Et je me suis rendu compte que, vu que moi, j'adore aussi la pédagogie, j'avais ce sentiment qu'il me manquait quelque chose, que j'avais envie de faire quelque chose en plus. Et je me suis justement tourné vers des formations de journalisme ou de communication en médecine, et je n'en ai pas trouvé. Les seules formations à la communication que je trouvais, c'était sur l'annonce de cancer, où Ouais. c'est très protocolisé. Mais sinon, non, j'ai rien trouvé. Et c'est là où je me suis rendu. Enfin, j'ai rencontré un prof à la fac de lettres qui m'a dit que c'était très intéressant et qui m'a autorisé à venir faire des cours de com à la fac de lettres. Donc j'ai fait des cours d'un master avec des futurs community managers qui sont là pour vendre des baskets à Decathlon, ou enfin je sais pas, c'est un peu cliché, mais ils font du marketing, ils sont là pour faire du Ok. business. Et bon, la santé, c'est pas du business, mais eux, ce qu'ils avaient, c'est qu'en fait, ils avaient des codes, et l'objectif, c'est de bâtir une communauté. Et moi, c'est l'inverse, c'est que j'avais une communauté, et puis c'était de savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec cette communauté. Et assez vite, pour moi, YouTube est devenu une évidence. Et après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai gap là-dedans, parce qu'au niveau santé, il y avait très très peu d'informations, si ce n'est les chaînes officielles. Et parce qu'au final, les médecins n'ont pas le temps ça prend du temps et n'ont pas le temps de faire ça. Qu'en plus, on peut pas en vivre, enfin, ou très difficilement, parce que on peut pas monétiser tout ça. Enfin, c'est Ouais. très très compliqué. Et qu'en fait, il y avait une vraie fenêtre, et ce qu'il y avait sur YouTube en termes d'urgence, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe à l'hôpital, parce que c'était souvent des reportages télé qui étaient synthétisés, type enquête d'action, où c'était un petit peu sur du buzz, et au final, c'est Ouais. pas que notre quotidien. Très clair. Tu étais à combien d'abonnés sur Twitter, maintenant X, et Instagram avant de passer sur YouTube? Sur Twitter, j'ai à peu près 50 000 abonnés. Et à ce moment-là? J'ai pas passé la barre des 50 000, mais j'y suis presque. Je suis à quelques abonnés de presque. Mais sur Twitter, du coup, maintenant, je suis beaucoup moins investi, donc il y a moins cet engouement. Et je trouve que depuis que. Alors, c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression que depuis que Elon Musk, A pour repris. pas le citer, voilà, a repris le Twitter, j'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'algorithme de Twitter, et qu'en gros, maintenant, si on veut passer des messages, il faut payer, ce qui est dans la publicité. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est pas l'objectif premier, je trouve, d'un réseau social. Mm. Donc moi, j'étais un petit peu contre ça, donc j'ai pas payé pour avoir à mon étoile ma petite certification bleue que j'aurais pu avoir, mais j'ai pas voulu payer pour ça, ni être mis en avant. Voilà, je trouve ça un petit peu aberrant. Et puis voilà, puis au final, c'est le relais vers YouTube, où là, par contre, je suis vraiment content et heureux, parce qu'en fait, on va peut-être en parler après, mais il y a un label qui vient d'être créé par YouTube qui est énorme, et c'est les seuls à avoir fait ça, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Est-ce que tu te souviens de ton premier sujet de vidéo? Oui, c'est pourquoi on attend aux urgences. Et pourquoi justement tu as choisi ce premier sujet de vidéo pour commencer? Pourquoi tu t'es dit que c'était le bon sujet pour commencer ta chaîne? Parce que j'en avais parlé avec un autre ami youtubeur qui s'appelle Avicenne. Enfin, maintenant, c'est Dr Walid Mekedem,
qui est un YouTuber qui est médecin généraliste, qui est aussi passionné par YouTube, mais depuis des années. D'ailleurs, c'est en partie grâce à lui aussi que je me suis lancé. Et qui m'avait dit que pour commencer, parce que moi, le stress que j'avais, c'est que, alors des fois, lorsque les gens commencent sur YouTube, bah, ils ont pas de communauté, rien du tout. Oui. Moi, j'avais déjà une petite communauté et j'avais un peu ce stress de dire comment les gens vont réagir, quoi. Et je me suis mis un peu la pression. Et je voulais un peu au début un sujet un peu percutant et je me suis dit, bah ça, c'est venu assez de façon évidente. Les gens ne savent pas pourquoi ils attendent aux urgences. Et d'où la création de cette vidéo qui n'était pas si évidente que ça. Et puis qui au final a plutôt bien marché. Donc, C'était quoi justement les premiers retours et est-ce que tu as eu des reproches? Est-ce qu'il y a eu des critiques ah par oui, rapport à cette première vidéo? Comment ça s'est passé? ah oui, oui, bah il y a eu, oui c'est normal, il y a eu, alors il y a eu des éléments positifs, hein, bien sûr, il y a plein de gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit c'est très bien, c'est très bien ce que tu fais, on a enfin les réponses, voilà. Après moi, lorsque je regarde la vidéo au bout d'un an, bah heureusement j'ai progressé, mais je pourrais plus faire ce que j'ai fait il y a un an. Enfin je me suis dit c'est plus que limite. Mais c'est normal, hein, il vaut mieux se lancer parce qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a des gens, enfin moi j'avais vu plusieurs tutos de chaînes YouTube qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent jamais sur YouTube parce qu'ils veulent toujours la vidéo parfaite, le son Ouais. parfait, l'image parfaite. Ils investissent énormément et au final, c'est jamais totalement parfait. Donc on n'y arrive pas. Et vaut mieux se lancer et s'améliorer au fur et à mesure. Et je sais plus ce que je voulais te dire. Oui, que c'était pour choisir que tu avais choisi ce sujet-là. Les critiques, ouais. Est-ce que tu Et les avais reçu des critiques, voilà. critiques? Et les critiques, et ben, en final, les critiques, j'avais quelques haters quand même, sur Twitter aussi. Alors paradoxalement, c'est des médecins. Ça, c'est drôle, ça. C'est fou quand même. Normalement, c'est censé être une profession empathique, etc. Non, Et c'est. bah c'est comme toutes les professions en fait, hein. Pareil, j'ai des amis qui sont avocats, qui sont assez connus sur Twitter. Les haters des avocats, c'est des avocats. Ok. Et je pense que c'est un peu ça peut être un peu de jalousie et qui vont être dans la critique en fait en permanence parce que non, c'est pas exactement ça ou non, voilà. Et puis le fait il y a de l'engouement pour la personne et pas, je pense que ouais, ça se fait un peu naturellement en fait. Donc voilà, donc comme les infirmiers, il y a de la haine chez d'autres infirmiers. Enfin voilà, c'est un peu les mêmes professions qui sont un peu autour. Donc bref, et moi j'ai eu des critiques au début. Des gens qui ont mis au début un peu malaise télé, enfin tu sais, qui m'ont tagué Ok. comme si c'était malaise TV, enfin voilà, comme si en gros ça avait rien Rien à faire là, à quoi. faire là. J'ai eu des critiques comme quoi, enfin pas des critiques, mais des gens qui ont dit bah il a pas pu faire ça tout seul et en fait qui pensent que j'étais aidé, alors qu'au final j'ai fait tout seul, donc pour moi c'était encore plus valorisant. Mm. Et puis bah, dans mon quotidien à l'hôpital, au niveau de mes collègues, les gens savaient déjà que j'étais un petit peu sur les réseaux et parce qu'ils me voyaient aussi dans la presse, parce que j'ai fait quelques articles de presse. Et alors j'ai des gens qui... Alors il y a eu plusieurs types de réponses. Il y a des gens qui ont dit que c'était bien, parce qu'ils ont dit bah, au début qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais sur Twitter, à raconter mon quotidien. Pas pour eux, ça n'avait pas trop d'intérêt. Alors que là, ils se sont dit que sur YouTube, bah, il y avait des messages et de l'éducation et qu'au final ça a collé plus à mon profil et qui pensaient que c'était une très bonne idée. Et puis il y a d'autres personnes bah, qui sont anti YouTube, etc. et qui sont pas du tout dans cet esprit-là et puis qui comprennent pas. Ouais, qui sont violents. Mais par contre qui me le disent pas directement. Ouais, c'est dans les bruits de couloir, ça parle un peu, Exactement, ça. exactement. Mais ça, j'en ai parlé avec mon prof de communication qui m'expliquait qu'à partir du moment où on a un peu de visibilité et de notoriété, quoi qu'on fasse, on peut faire n'importe quoi, il y aura toujours des gens qui nous apprécieront pas. Donc C'est en terrible, ça. fait, c'est pour tout le monde, hein, que ça soit, tu prends n'importe quelle personne qui est un petit peu connue, tu auras toujours des gens qui la détesteront pour juste parce que c'est elle en fait, voilà. Et ça, tu peux rien faire, c'est comme ça. Donc avec le temps, on apprend à passer outre et puis parce que sinon on fait jamais rien et puis maintenant ça me dérange plus du tout. Et sans rentrer dans la polémique, est-ce que c'est plutôt des profils un chouïa plus âgés qui étaient critiques? Parce que j'ai vraiment l'impression que les jeunes maintenant, c'est vraiment ancré, c'est vraiment spontané. On voit de plus en plus d'internes, même d'étudiants directement qui commencent à créer du contenu vidéo. Donc on le voit d'ailleurs sur les influenceurs, ils ont quand même un profil qui est assez jeune. Donc est-ce que la critique, elle est plus âgée? Est-ce que. Ouais, je pense il y a un peu des deux, mais peut-être un peu plus âgé, oui. Alors après, il y a des gens jeunes aussi, mais ça revient à ce que nous disait tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu de la jalousie aussi en fait. Ouais, c'est différent. Ok, très clair. Et
Mais ce Tu qui est j'arrive intéressant, ce que je constate concrètement, c'est que je commence à avoir des collègues qui me disent des fois, ou des confrères, ou des collègues, ou des gens de l'équipe qui me disent: ah bah tiens, tu devrais faire une vidéo là-dessus. Ou tiens, ça serait cool, bah vas-y, fais une vidéo là-dessus, parce que ça, on n'en parle pas assez, il faut en parler. Et qui commencent à me donner des idées de sujets comme ça. Donc ça veut dire qu'ils valident un peu. Et j'ai d'autres personnes aussi qui m'ont dit: ah bah tiens, t'as fait une vidéo par exemple sur le centre antipoison. Et bah c'est super intéressant parce que moi, ça fait des années qu'on les appelle ou qu'on. Et au final, on n'a jamais vu comment c'était, alors que c'est à ouais. quelques kilomètres de chez nous. Et toi, tu y as été et t'as montré comment ça se passe. Et c'était super intéressant. Même moi, infirmière ou aide-soignant depuis 10 ans, et bah j'ai appris des choses en regardant la vidéo. Donc c'est ça qui est cool. Ça, c'est trop fort. Ouais, c'est quoi la citation déjà qui dit, en gros, tu es un idiot jusqu'à ce que tu réussisses et finalement, du coup, ça change complètement l'état d'esprit des gens qui te suivent? Ah, je sais pas, ça. Il y a une citation, je l'ai plus, faudrait que je la retrouve, mais c'est un peu ça. En gros, l'idée, c'est que bah, tant que t'es petit, tant que t'as pas encore fait ton trou, Épreuve. bah, tout le monde peut te critiquer. Mais par contre, une fois que t'as débloqué, t'as un peu craqué le code, ah bah là, ça se retourne un petit peu et les gens, du coup, ils commencent à venir vers toi naturellement. Et on le voit avec bah, la plupart des gros youtubeurs, quand tu regardes leurs premières vidéos, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de critiques sur ce qu'ils faisaient. Et une fois qu'ils commencent à avoir une grosse notoriété, bah là, ça change complètement l'état d'esprit de l'audience, hein. Ouais. Bah, en fait, le plus dur, c'est de se mettre des œillères et de pas trop écouter les critiques négatives et de rester sur le positif, quoi. Ouais, c'est parce que ça peut affecter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui sont affectées. Moi, à Après, moi, titre. du coup, j'ai pratiqué pendant 3 4 ans Twitter. Ouais, bah, Twitter, J'ai c'est pratiqué l'entraînement. les complotistes et les antivax. Voilà, donc en fait, je suis rodé maintenant par rapport à tout ça. Y a pas de Parce souci. que c'est vrai que moi, à titre perso, bah, j'ai essayé aussi. Pour l'instant, je me suis pas encore lancé à fond dessus, mais j'ai commencé à créer un peu plus régulièrement du contenu. Et j'ai fait une vidéo sur TikTok qui avait fait 350 000 vues. La vidéo, je pense qu'il y avait 95% de faits qui étaient vrais. C'était sur l'histoire des varices qui viendraient plus ou moins de Napoléon. C'était une histoire un peu légère. Mais c'est incroyable de voir que juste sur une vidéo qui fait un peu le buzz, les critiques, mais vraiment acerbes, c'est terrible. Et je sais que moi, c'est des choses qui pourraient me toucher sur le long terme, donc Ouais, alors ça, je sais, c'est en fait, si tu veux, c'est quelque chose que je connaissais bien avec Twitter. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu fais un post, une communication, et bah Twitter, il va partager, mais c'est comme ça pour les autres réseaux, il partage la vidéo un peu aux gens qui te suivent autour. Donc normalement, les gens, s'ils te suivent, ça veut dire qu'ils t'apprécient. Donc au début, tu vas avoir beaucoup d'éléments un peu positifs. Et en fait, il suffit que ça tombe par hasard sur une ou deux personnes anti ce que tu viens de dire, à l'opposé, qui va faire une remarque négative. Et si dans cette communauté à l'opposé de ce que tu viens de dire, il y a quelqu'un qui voit du coup le post négatif, mais qui a une très grosse audience et qui repartage, bah là c'est là où ça part en live, quoi. Et là, enfin, du coup ça donne, paradoxalement, c'est comme ça que ton tweet ou que ta vidéo elle se met à buzzer. C'est parce qu'en fait dans les commentaires c'est le Far West en fait. ouais. C'est toutes les vidéos, toutes les vidéos qui buzzent. Dans les commentaires, c'est obligatoirement le Far West parce que tu vas avoir des gens qui vont se prendre la tête sur le sujet de la vidéo et ça donne de l'engouement et ça monte au niveau de l'algorithme qu'il y a de l'interaction sur ce truc-là qui est mise en avant de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, voilà, jusqu'à faire un méga débat à la fin. Et si tu fais juste une vidéo en disant il fait beau, le soleil brille et qu'il n'y a pas d'argument en dessous, enfin de sujet il y a peu de chances pour que vraiment ça fasse un méga buzz en fait. C'est toujours. Bah, je regardais tes vidéos pour préparer cet épisode, je regardais tes vidéos. Dans les commentaires, visiblement, il n'y avait pas l'air d'avoir de haters. Du coup, ma question, c'était est-ce que tu filtres? Est-ce que tu supprimes les commentaires qui sont négatifs? Ou est-ce que pour l'instant, ça va YouTube, vu que c'est pas encore trop gros par rapport notamment à Twitter et que la communauté est sûrement un peu plus bienveillante sur YouTube que sur Twitter? Est-ce que pour l'instant, t'as pas de ces commentaires ou est-ce que justement Ouais. tu les Bah, supprimes? bah pour tout avouer, j'en ai supprimé que deux commentaires qui étaient vraiment haineux. Alors je sais qu'a priori tout ce qui est insulte, normalement enfin ça ne passe pas. D'accord. On peut mettre des filtres en fait par rapport à Twitter. Et sur Twitter, on peut pas supprimer aussi. Alors que là, on a cette main de pouvoir supprimer, donc je pense qu'il faut pas s'en priver. Et puis là, c'était vraiment deux commentaires pour être méchant, donc c'est une minorité, donc c'est pas grand chose. Et il y a ce côté-là où vraiment YouTube veut pas mettre en avant le côté, oui, le côté Négatif, ouais. négatif.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pouces vers le bas, on les voit pas. C'est pas dénombré pour pas aller faire un bad buzz en mettant plein de pouces sur le bas, etc. Donc ça, il y a que la personne qui peut voir. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et puis les commentaires, ouais, en effet, dans l'ensemble, c'est assez positif. Mais parce qu'en fait, la plupart du temps, lorsque les gens, ça les intéresse pas sur YouTube, ils regardent pas. Et que souvent, les gens qui regardent, ils vont aller mettre un petit commentaire ou une question. Donc c'est rare, je trouve. Alors sauf si des fois, c'est vrai, sur les gros YouTubeurs un peu provoques ou c'est un peu des fois le Far West. Mais sous beaucoup de vidéos de YouTubeurs, et c'est rare quand même. C'est pas du tout la même ambiance. Ouais, c'est pas la même ambiance, ouais. C'est plutôt des débats. Sur des sujets un peu polémiques, il y a Parce que plutôt des débats, mais pas ouais, parce que de. les gens, ils vont pas perdre de temps à regarder une vidéo de 5, 10 ou 15 minutes. En fait, C'est vrai. les vrais haters, Ah, c'est intéressant ça. ça les saoule. Ils vont pas regarder. Et puis parce qu'aussi, bon, c'est un truc un peu paradoxal, mais que du coup, même si le haters, au final, il est pas content et qu'il regarde la vidéo, bah ça fait une vue. Et du Ouais. coup, ça donne de la visibilité à la vidéo. Donc au final, il regarde pas, je pense. D'accord, ok. Mais c'est pour ça sûrement qu'il y a un peu plus de commentaires, on va dire critiques sur des réels Instagram, sur des shorts YouTube ou sur des TikTok. Parce que du coup, la barrière à l'entrée, elle est moins grande, donc du coup, la personne va quand même regarder et elle va pouvoir prendre le temps de réagir derrière. C'est ça. Et puis la vidéo, elle dure 40 secondes, donc ça va vite en fait à aller réagir et de réagir frontalement en fait. Alors que lorsqu'on est sur YouTube, on consomme différemment et les vidéos longues, on les consomme différemment. Ouais. C'est ça qui est. Parce qu'il y a plein de gens qui disent aussi que les gens sont beaucoup sur des vidéos courtes, mais mine de rien, les gens aiment aussi les vidéos longues parce qu'on les regarde différemment. On les regarde comme on pourrait regarder une vidéo Netflix ou comme. Oui, c'est ça, c'est comme par exemple. On se pose pour regarder la vidéo en fait, donc c'est Ouais, différent. exactement. Moi, je les mets dans les playlists à regarder plus tard. Et puis, quand je mange, je regarde une vidéo de 10-15 minutes sur un YouTuber que j'aime bien. Et d'ailleurs, ça, c'était une question que je me Et posais. ça, ouais, et ça d'ailleurs, Dis- c'est une très bonne remarque ce que tu viens de dire, et c'est pour ça que du coup, la communauté qui se crée sur YouTube, il y a beaucoup plus d'engagement qu'une communauté sur Instagram ou sur TikTok. ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 000 abonnés sur YouTube, sa communauté elle aura beaucoup plus d'engagement que quelqu'un qui a 10 000 abonnés sur Instagram ou sur TikTok, parce que les gens s'abonnent mais regardent des vidéos de façon aléatoire, et les vidéos sont très vite oubliées, alors que sur YouTube, il y a souvent des rendez-vous, enfin on essaie d'être un peu régulier, et que les gens vont regarder la vidéo de la semaine, ils savent que c'est tel jour, ou ils savent qu'il y en a 2 par semaine, ou chez les gros youtubeurs, pareil, ils savent que c'est le samedi à 14h ou le dimanche à 11h. À chaque fois, les youtubeurs, ils fixent des rendez-vous dans la semaine, et les gens, ils vont regarder leur vidéo de la semaine, et lorsqu'ils regardent cette vidéo-là, ils vont passer 10 minutes, 15 minutes, ou une heure même des fois, toutes les semaines avec le youtubeur. Ce qui fait que l'engagement, il est beaucoup plus important qu'une vidéo aléatoire de 60 secondes de temps en temps. Est-ce que tu travailles quand même les autres réseaux sociaux en parallèle? Très peu. Très peu. Euh, Bah, Twitter, je suis déjà dessus, donc j'essaye de garder, mais j'ai de plus en plus de mal, mais j'essaye de garder une activité quand même. Et puis, je me dis que sur Instagram et sur TikTok, en fait, l'objectif, c'est qu'Instagram et TikTok, moi, ça soit des espèces de portes d'entrée pour ma chaîne YouTube. D'accord. Alors, en fait, j'ai quand même des communautés sur les deux réseaux-là, et je m'en sers, en fait, pour... alors, soit j'essaye de faire, au final, des remixes de mes vidéos longues. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité sur YouTube qui permet de faire des vidéos courtes. Et la vidéo courte, bah, je la rebascule sur Instagram et TikTok. Ou soit je crée carrément. Là, je suis dans une optique où j'essaye de créer juste pour voir ce que ça donne. Des petites vidéos courtes. Le souci, c'est que ça me donne du travail encore en plus à faire. Mais je me suis rendu compte que créer des vidéos courtes, au final, maintenant que j'ai pris l'habitude de faire des vidéos longues et que je vais assez vite, et bah des vidéos courtes, pour moi, ça va très très vite. Après, je me prends vraiment pas la tête sur trop le montage, mais Ouais, c'est plus rapide. en 1 heure, je fais une vidéo courte, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des inspirations sur YouTube? Qu'est-ce que tu regardes? Alors moi, j'adore les streamers, enfin les gros youtubeurs, mais sur le Ok. divertissement. Moi aussi. Et comme beaucoup de monde, voilà, c'est que en fait nous on est dans la branche éducation, dans la branche et ça c'est une vraie question que je me pose et où j'ai pas encore la réponse et peut-être j'aimerais bien l'avoir avant 1 an. Mais si je veux vraiment faire accélérer ma chaîne YouTube et plus de visibilité, il faut que j'aille sur un côté divertissement. Et le truc, c'est comment faire de l'éducation et du divertissement sans être dans le ridicule.
C'est ça qui est important et c'est pour ça que pour le moment, les premières vidéos, moi je me concentre sur 100% éducation pour vraiment montrer qu'avant tout, voilà, il y a je suis pas là Pour rigoler. pour mettre un nez rouge ou faire le rigolo, mais c'est un objectif quand même dans un deuxième temps pour élargir, D'accord. pour toucher plus de monde. Et donc moi je regarde beaucoup pareil, j'adore Squeezie, j'adore Mastu, enfin, je trouve leurs contenus sont vraiment, quand tu regardes, tu passes un bon moment, en fait, c'est que c'est sympa. Un autre youtubeur que j'adore énormément et puis qui m'a beaucoup beaucoup inspiré, c'est Inoxtag. Ouais, il est brillant, il est Il incroyable. est En France, pour moi c'est un vrai monstre en termes de communication et en termes de com. Pour moi, il n'y a pas plus fort que lui. Enfin, j'adorerais un jour le rencontrer et j'adorerais un jour faire une vidéo avec lui. Il m'a inspiré sur beaucoup de choses, son état d'esprit, euh, le fait que en fait il a vraiment alors il n'y a pas que lui parce que derrière il y a une équipe, hein, et, Mm. il y a c'est une vraie machine en fait et il y a une équipe derrière et qu'en fait il fait pas de faux pas dans le sens où il a compris l'intérêt de chaque plateforme. C'est un vrai exemple pour moi et ce que je trouve super c'est qu'en fait ces messages ils ont un impact qui est pour moi il n'y a rien de plus fort que ces messages, enfin la façon dont Ouais, il il les est fait très bon. passer. Par exemple, j'ai un exemple très précis. J'ai adoré sa vidéo où il passe 7 jours seul sur une île, que tu as peut-être vu. Ouais, Ce qui est complètement dingue dans cette vidéo-là, c'est que on s'imagine tout de suite, on a les clichés sur l'image, tu as le truc, l'image type koh on a l'image, voilà, et il arrive et au bout de 10 minutes, il arrive sur la plage, je sais pas si tu te souviens, et il dit regardez les gars, il y a des détritus c'est dégueulasse, partout, c'est ouais. dégueulasse, ça c'est notre planète, ça c'est la réalité, ça c'est la vraie vie. Franchement, je suis surpris, je pensais pas tomber là-dessus. Et les gars, faut arrêter faut recycler, faut arrêter notre planète. Et ça, je trouve que c'est top parce qu'en termes de message au niveau de la planète, il touche tous les jeunes. Il n'y a pas plus fort quoi. Et ça vaut 10 spots de pub à la télé à je sais pas combien de millions d'euros du ministère en disant faites du recyclage, etc. Voilà, je trouve que c'est vraiment. Et Et vu puis même, qu'il il a est un peu. honnête dans ses vidéos parce que dans cette vidéo-là, notamment, bah, il arrive pas, vraiment, il survit juste. Il reste, il bouffe pas pendant une semaine et il cherche pas à le dissimuler. Il Non. montre vraiment ce qui se passe. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il a sa personnalité, mais au final, sa personnalité qu'on revoit vraiment, parce que lorsqu'il fait des stories ou des machins, Mm. on voit que c'est lui en fait au quotidien. Tu peux pas jouer, même si des fois peut-être qu'il joue un peu un personnage, mais tu peux pas jouer à 200% non plus. Ou peut-être qu'il rentre dans son personnage qui s'est créé en fait. Il s'est peut-être créé un personnage et qui rentre dans Inoxtag et qu'il est plus Inès et qu'il est vraiment. Toi, il rentre dans ce personnage de plus en plus, qui au final est une partie de lui naturelle, mais qui va pousser. Et je trouve qu'après, en termes de message qu'il fait passer pour les jeunes, c'est là, il est sur l'Everest, il sait que ça va faire un buzz, etc. Mais il fait pas n'importe quoi non plus, il est encadré, il fait ça comme un sportif de haut niveau en Comme un fait, pro, hein, et ouais. on voit son parcours, il monte le Mont Blanc, on suit ses étapes, on suit. Et c'est vraiment dans le but de montrer aux jeunes, de dire bah voilà, faites des choses et allez au bout. Et je trouve que c'est un super exemple en fait. Est-ce que tu regardes les youtubeurs américains, les MrBeast, etc. Pas trop. Alors bien sûr, je regarde un peu MrBeast parce que c'est le plus gros youtubeur au monde, donc bien sûr, je vais voir un peu ce qu'il faisait. Après, c'est vrai que ces vidéos, c'est sympa. Je regarderai peut-être pas ça toutes les semaines non plus parce qu'après, le concept, c'est toujours un peu sur Toujours plus. le plus, plus. Ouais, voilà. Donc, je regarderai pas ça toutes les semaines. Mais après, je regarde pas trop en fait. C'est vrai que comme beaucoup de youtubeurs, je suis plus dans la production que dans La consommation, que la ouais. consommation. Moi, je regarde les vidéos YouTube, c'est que souvent quand je suis garde des fois au SAMU, et que on va dire que vers 2 à 5 heures du matin, il y a beaucoup moins d'appels. Et puis, bah, du coup, je regarde les appels, je regarde les vidéos là entre deux appels en fait. D'accord. Est-ce que tu suis des créateurs de contenu santé? Est-ce que tu suis tes pairs? Ok. Oui, alors je les suis et je les connais à peu près tous. On se connaît à force, hein, beaucoup. Alors moi, je dirais très schématiquement, selon moi, je vois émerger deux types de créateurs de santé. Il y a, je vais dire, les créateurs Instagrammeurs, TikTokers. Et ça, ces comptes-là, ils s'en créent tous les jours, Ouais. vont se créer un compte sur Instagram, qui vont faire des posts en utilisant des plateformes de création de vidéos ou de posts. Ils vont se créer un petit logo, ils vont dire doc machin, doc truc muche, en énonçant un peu leur spécialité, et ils vont faire des posts tous les 2-3 jours avec
avec des réels aussi où ça marche très bien. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils repostent en parallèle la même chose sur leur compte TikTok Ouais. et ils repostent en parallèle à côté sur leur post Sur Instagram et sur sur YouTube YouTube, Short, ouais. sur les Ouais. shorts YouTube. Voilà. Et c'est le trois mêmes contenus. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se repartager souvent avec d'autres communautés ils vont essayer de faire des vidéos partagées avec d'autres influenceurs santé pour partager les communautés. Et c'est un peu les gens qui suivent les influenceurs santé, ils suivent un peu tous les mêmes en fait. Ouais. Et ça, des comptes comme ça, de gens qui se créent, je suis assez surpris parce qu'ils s'en créent presque pas tous les jours, mais toutes les semaines. Moi, toutes les semaines, et vu que moi je fais partie des assez gros. Alors, mon compte est pas énorme hein, sur Instagram, je crois que j'ai 18 000 C'est à peu ça. près abonnés. C'est pas énorme parce que je pense pour être un bon assez installé, on est plus sur les 100 000 et il y en a pas mal. Mais après, parce que moi je cherche pas à développer, mais c'est sûr, si je faisais des réels tous les jours, c'est sûr qu'en 2 3 mois, je passerais les 100 000 facilement. Mais c'est pas mon objectif numéro un. Moi, bah, du coup, je fais partie de la deuxième catégorie, plus les influenceurs santé sur YouTube, où là, pour moi, il y a vraiment un gap, parce qu'il y a vraiment un travail qui est supplémentaire par rapport à faire une vidéo, monter une vidéo sur son téléphone Ouais. rapidement sur Instagram. Là, on est sur de la production de contenu, justement, avec un script. On n'est pas sur une vidéo de 10 secondes ou d'une minute où on apprend son texte par cœur. On est sur des vidéos de 10 minutes où là, on peut pas apprendre un texte pendant 10 minutes. Donc, il y a de la présence, comment parler devant une caméra. Il y a comment faire son image. Bah, tu sais très bien comment avoir une bonne luminosité, un bon son, justement. Comment avoir un bon montage, la bonne pièce. Après, comment faire son montage. Être dynamique, mettre des sous-titres, etc. Valider la vidéo. Et puis après, bah, il y a toute la communication après à faire sur la Mm. vidéo. Répondre aux commentaires, avoir ce rythme régulier surtout. Et ça prend du temps. Et moi, une vidéo, c'est entre 8 et 15 heures Le travail, de travail. Ouais. Là, maintenant, je suis plus entre les 8 et 10 heures parce que maintenant, je vais un peu plus vite. c'est plus efficace, ouais, normal. Ouais. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps et c'est pas le même investissement. Et moi, Est-ce que ça... ça me prend tellement de temps et d'investissement que je suis faire des réels en plus où c'est assez rapide, bah même ça, j'ai du mal en fait. D'accord. Est-ce que Mais ça ouais. te frustre, entre guillemets... Bon, t'as dit que t'étais pas, justement, t'étais pas dans cette course aux followers, donc c'est ça qui est agréable avec toi, et je pense que c'est pour ça aussi que ta communauté te suit. Mais est-ce que ça peut te frustrer, justement, de voir des créateurs de contenu santé qui font juste des vidéos réactions, ils mettent une capture d'écran d'un article et puis ils parlent 30 secondes dessus et ça fait des centaines de milliers de vues sur TikTok, contrairement à toi où, justement, tu vas faire un travail de préparation, de scriptage, sur tes préparations de vidéos, de choix de vidéos. Est-ce que Non, t'as... après moi ça me frustre pas et ça me gêne pas parce que de toute façon on sait bien parce qu'il faut qu'il en ait parce que c'est de l'information médicale donc il n'y a pas de souci. Oui, Juste que c'est plus du journalisme ou enfin moi c'est pas mon objectif de communication et que ça reste que de l'éphémère, c'est-à-dire que ça vient et ça part. ouais. Alors Parce que que moi j'ai mon remarqué, il y a objectif des chaînes qui skyrocket hyper vite, ils montent à 200 000 sur TikTok, mais après, bon, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, Là, j'en vois plein qui sont allés très vite. moi mon objectif c'est d'avoir de l'engagement, c'est que Ouais, les gens me suivent et créent une confiance parce que ça on l'a vu avec le Covid, il y avait plein de gens qui avaient plus confiance envers la communication en santé, etc. C'est de créer cette confiance et moi cette confiance ça se crée avec le temps et ça se crée en montrant qu'on a patte blanche un petit peu. Et en fait, moi, lorsque je crée mes vidéos, moi, là, c'est différent, c'est dans le sens où c'est une espèce de banque de données, un peu comme si j'avais mon propre Netflix et je mets des vidéos dessus régulièrement, et qu'après les gens, eh ben, ils vont un peu piocher la vidéo qu'ils veulent sur cette chaîne, en fonction de ce qu'ils recherchent. Et l'objectif, c'est d'avoir des réponses assez claires sur des sujets d'urgence et que les gens se questionnent. Et c'est pour ça que l'intérêt n'est pas le même. Donc moi, ça me frustre pas. Et pour moi, donc l'engagement est beaucoup plus important. Et ça, on le voit parce que j'avais discuté avec une personne qui m'avait dit, oui, on avait rédigé un bouquin avec un TikToker qui avait plus de 200 000 abonnés. Et ben, le bouquin, il a fait un méga flop parce que ouais. il y a zéro engagement. Enfin, les gens, c'est voilà, c'est que et la difficulté qu'ils ont aussi, c'est que c'est en gros du jour au lendemain, je pense, tu fermes ton compte TikTok, bah c'est fini quoi. Oui, personne tout le monde t'oublie. Ça, oui. Alors que sur YouTube, il y a quand même quelque chose en plus. Enfin, on va vraiment dans les médias, dans le quotidien, sur plein de choses en fait. Il y Ok, a, ouais, c'est il y a très vraiment intéressant. cet engagement-là.
Est-ce qu'à terme, tu rêves d'avoir ta propre équipe, justement, qui t'accompagne sur tes tournages? Il y a un youtubeur que j'adore aux États-Unis, je pense qu'il te plaira, c'est plutôt sur du divertissement, mais il est vraiment très agréable. Il est un peu comme Inoxtag, c'est, Ryan Trahan. Il fait beaucoup de un peu de vlog, de voilà, il fait un contenu qui est vraiment hyper agréable à regarder. Est-ce que voilà, tu rêves comme ça d'avoir une petite équipe, d'avoir au moins un gars qui est avec toi pour te filmer à la troisième personne et puis pour, t'accompagner sur le montage? Est-ce que c'est une ambition à terme? Franchement, j'aimerais bien. Ouais, moi, ça me plairait beaucoup de. Bon, après, c'est vrai que je suis tout seul et que je mène bien ma barque, et puis voilà. Mais c'est toujours la question. En fait, là, je suis à un stade où j'ai quasiment optimisé tout ce que je pouvais optimiser tout seul. Donc, j'ai mon rythme de croisière, ça se passe bien. Ma chaîne, elle continue à monter de jour en jour. Mais si à un moment, je veux. Alors, pas être. C'est toujours du mal de se dire professionnel YouTube, mais semi-professionnel ou vraiment donner un coup de boost et d'ampleur. Oui, j'aimerais beaucoup avoir une petite équipe, alors pas 20 personnes, mais d'avoir 3, 4, 5 personnes avec moi. Ouais, ce serait énorme. Mais après, la plus grosse question, c'est la partie budgétaire et savoir comment on s'organise. Et ça, c'est le problème de tous les youtubeurs santé, c'est de savoir comment est-ce qu'ils créent une équipe derrière, parce que c'est difficile de gagner de l'argent sur YouTube en tant qu'influenceur santé. Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? C'est du sponsoring, comment ça se passe le sponsoring avec les marques, hein? Bah moi, je refuse tout. D'accord. Alors, je refuse. Alors, il y a des startups qui m'ont proposé de me donner un petit peu d'argent si je faisais une story sur ci ou une story sur ça. Moi, je refuse parce que c'est pas dans mon éthique et j'ai pas envie d'être un homme sandwich, on va dire. D'accord. Très clair. Bah, bon, voilà, j'ai un exemple très précis. Là, je suis en train de discuter avec l'agence de biomédecine, OK. donc c'est le don d'organes, pour faire des vidéos avec eux sur le don d'organes, sur montrer qu'est-ce que c'est que la mort-encéphalie, comment est-ce qu'on fait pour donner ses organes. Et eux, ils nous disent, bah voilà, très clairement, nous, on, on marche beaucoup avec des influenceurs santé, avec des influenceurs tout court, enfin avec des influenceurs, pas obligatoirement santé, avec des influenceurs. Et puis que les influenceurs, eux, ils nous demandent de l'argent. Et puis c'est des hommes sandwich. Et puis eux, on les paye, ils disent le script. Et puis après, eux, avec leur communauté, les messages passent parce qu'ils sont obligés de faire comme ça. Après, moi, je suis médecin, j'ai une éthique. J'ai du mal à faire du business avec le don d'organes, par exemple. C'est pas du tout dans Mmh. mon état d'esprit parce que moi, je suis, voilà, c'est peut-être personnellement, mais pour moi, c'est important d'avoir cette transparence en termes de communication. Et c'est ce qui fait aussi un peu ma patte d'avoir cette légitimité. Et en fait, bah moi, je gagne juste un petit peu d'argent sur YouTube parce que j'ai les publicités. OK. Je gagne à peu près 50 euros par mois. Ça, c'est pas grand-chose, mais voilà. Pour le moment, ça me suffit. Mais c'est vrai que la question, c'est que si à un moment j'ai envie d'avoir une équipe derrière moi, il faudra que je gagne un peu d'argent avec ma chaîne. Et je sais pas encore comment. Alors c'est vrai que par exemple, lorsqu'on travaille avec, bah, on me dira, si on travaille avec l'agence de biomédecine, on peut dire que d'un côté, bah, c'est vrai qu'on Oui, travaille tu pour eux, bénéficies, ouais. mais qu'on passe du temps pour, et qu'en fait, on fait passer des messages, mais que c'est du temps de travail, en fait. Parce Ouais. que c'est un travail. Enfin, youtubeur, je suis vraiment convaincu que c'est un boulot, c'est un vrai taf. Mais on va dire qu'au niveau de la santé, pour moi, c'est encore un peu flou, cette barrière avec le côté business et marketing, et c'est pas encore assez cadré. OK. Et peut-être, alors je suis quasiment convaincu que dans les prochaines années, ça va l'être, ça va devenir cadré beaucoup plus, et que à ce moment-là, si c'est plus cadré et qu'il y a un texte de loi où c'est, bah moi je suivrai la loi en fait. J'irai dans je respecterai la loi et je ferai, si on a l'autorisation d'être payé et que c'est dans un but faire de la pédagogie sur YouTube, etc. Oui, pourquoi pas. Mais tant que ça Parce l'est que pas et que c'est flou, je m'aventure pas en terrain. Et il y en a OK, qui l'ont parce déjà fait sans problème, hein. Il y en a, il n'y a bah, pas oui, de parce souci, hein. que je pense que tu prends pas typiquement pour l'agence de biomédecine, c'est pas le risque, il est pas énorme parce que c'est quand même un enjeu de santé publique donc qu'on te donne de l'argent pour éduquer sur ces thématiques-là, ça paraît pas déconnant. En Non, effet, là où ça paraît plus déconnant, c'est quand tu as des startups de compléments alimentaires qui vont te contacter ou même des oui, startups de santé. Là, en effet, la frontière elle est oui, plus floue. Mais typiquement, pour l'exemple de l'agence biomédecine, bon, j'aurais tendance à dire let's go, oui, prends oui, ce qu'il oui. faut et puis Mais juste le truc, c'est que, tu vois, vu qu'en fait, en ce moment en France, les influenceurs santé, c'est encore assez mal vu. Enfin, pour ouais, moi, justement, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est pas assez encore clarifié. C'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est vrai que lorsqu'on regarde en Allemagne et aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. Nous, en France, c'est vraiment très récent. Et j'ai pas envie que dans la tête des gens, ça soit influenceur santé égale business. ouais. Et j'attends que ça rentre un peu dans les mœurs. Et dès qu'il y aura plus ce truc-là et que voilà, mais pour moi, c'est encore un peu tôt. Et Là, de ce que je vois, j'en ai pas besoin, mais j'en aurais besoin en effet pour avoir une équipe après dans un pour moi, deuxième c'est temps. vrai.
Bah, de ce que je vois sur les gros influenceurs, par exemple Marine L'Orphelin ou des choses comme ça, ils font pas de partenariat avec, directement des labos. C'est plutôt avec des grosses entités. Donc là, je crois qu'ils sont sur les JO 2024, c'est d'autres thématiques. C'est jamais directement des partenariats avec la santé. Oui, bah oui, oui. Bon, après, c'est vrai que bah, je connais très bien Marine, mais du coup, elle a un agent, donc c'est vrai que Ouais. c'est encore différent en fait. Moi, mon agent, c'est moi, et puis il y a personne pour me conseiller. Enfin, Mmh. ça, j'ai zéro expérience, quoi. C'est pas du tout. C'est encore un autre métier, tu vois, que je découvre, et puis j'avance vraiment pour moi à pas de. J'avance vraiment tout doucement parce que j'ai vraiment cette crainte d'avoir des retombées. Et lorsque ce sera cadré, bah, en gros, selon moi, il faut être du bon côté de la barrière. Parce que si tu es du mauvais côté, t'es catalogué. Et on sait que ça va très vite sur les réseaux et sur YouTube. Et que dès que tu es dans la case, il est sur YouTube pour faire du business, c'est fini, quoi. Tu vois. C'est fini. Il me reste deux grosses questions pour terminer. La première question, c'est sur les collaborations. Comment tu perçois les collabs sur YouTube? Donc, tu as parlé du fait que tu aimerais faire une collab avec Inoxtag. Donc, ça, c'est un peu l'ambition ultime. Ouais. D'ailleurs, Moi, s'il mon écoute, ambition. si S'il quelqu'un qui écoute, écoute le connaît, mais bon, ouais, ouais, ce serait vraiment une grosse. J'aimerais beaucoup, bah, je ouais. pense qu'il y a quelque chose à faire hein, sur la physiologie du Ah sport ou oui, sur des oui. choses comme ça. Mais carrément. Et du coup, sur les collabs que tu fais avec d'autres partenaires, voilà, quelle est la collab qui t'a le plus plu avec d'autres pros de santé qui sont sur les réseaux? Bah, j'en ai pas fait beaucoup en fait, hein. Pour le moment, alors j'ai beaucoup de projets. Il y a, du coup, vu qu'on commence à un peu tous se connaître maintenant, on est dans la team un peu YouTube Health, parce que YouTube Health, donc YouTube Santé, c'est une branche qui vient de se créer chez YouTube et ils veulent développer en fait la communication des médecins et des infirmiers pour le moment. Et donc on se connaît un peu tous et il y a plusieurs médecins avec qui j'ai hâte de faire des vidéos, mais on n'habite pas tous au même endroit, donc on a tous des plannings chargés, donc c'est à chaque fois les opportunités. Et moi, j'ai fait deux vidéos bah, qui étaient super sympas. J'en ai fait une avec Pédurge, avec Jules Fougère, le pédiatre, sur la noyade sèche, où la vidéo, là, elle a été faite totalement à l'arrache. Où juste, on était là tous les deux, en fait, au même congrès. Et puis, on s'est dit, bah, on y est tous les deux, bah, on se fait une vidéo et on est monté. Bah, sur la vidéo, on le voit, on l'est monté dans un petit salon un peu à l'écart pour pas avoir trop de bruit. Et la vidéo, elle est tournée à la sauvage, comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche aussi. Et c'est ça qui est sympa. Et l'autre vidéo que j'ai tournée, c'est avec Avicenne, qui est sur sa chaîne d'ailleurs, qui est pas sur ma chaîne. Il faut qu'un jour on en fasse une pour ma chaîne. Mais à Vicenne, parce que bah, j'ai déjà fait trois vidéos avec lui, ça se passe super bien à chaque fois. Et vu qu'on est déjà amis, souvent on rigole bien. Et c'est lui, je me cale beaucoup sur son état d'esprit aussi, sur la communication, sur justement pas que ça soit du business avant tout, que ça soit avant tout des messages. Et lui, il est sur un stade encore plus immersif parce qu'en fait, il termine sa journée de travail. Il allume sa caméra, son iPhone, et il fait sa vidéo en 10-15 minutes, quasiment sans cut, avec une spontanéité, comme si c'était un pote qui racontait sa journée, quoi. Et ça, Ok, c'est ce qui est le côté super sympa aussi. Mais lui, après, il a beaucoup d'années d'expérience, et voilà, c'est... Et après, en termes de collaboration, j'aimerais faire des collaborations pas qu'avec des influenceurs santé, mais aussi avec des youtubeurs, tout simplement, des youtubeurs autres, pas que santé. Voilà. d'accord. Généraliste aussi. Ok, ça c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on Bah, pourrait ou creuser tout le sujet. des youtubeurs sur d'autres sujets où ça n'a rien à voir, du divertissement ou d'autres trucs en fait, hein. Ça serait D'accord. Et du coup, toi, t'apporterais la patte santé. exactement. En fait, moi, mon objectif, c'est d'être le docteur urgentiste de YouTube. D'accord. Ok, bah ça c'est l'objectif. J'allais te la poser, c'était un peu la dernière question. Mais là, j'ai l'ultime question. C'est si tu me filais les accès à tous tes réseaux sociaux, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour les gérer? Là, tu me donnes ton accès sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour la faire décoller? Pour la faire décoller, bah Ouais, encore plus, hein. ouais, ouais. Bah moi, je dirais la régularité. Parce qu'en fait, c'est de poster régulièrement. En fait, c'est d'avoir et de savoir tirer parti de chaque réseau et d'avoir vraiment chaque réseau qui a sa propre fonctionnalité et d'éviter justement de reposter un peu la même chose sur tous les réseaux parce que même si on le fait des fois par flemme, c'est pas toujours le mieux. Mais bah moi, c'est de garder cette régularité sur YouTube qui est très importante et d'utiliser aussi les onglets communauté, d'utiliser
d'utiliser un peu toutes les fonctionnalités en fait qui existent, de varier en fait, de pas faire que des stories ou que des shorts ou que des, mais d'être un peu partout. Et c'est quelque chose que moi je fais pas, mais qu'il faudrait faire en tout cas, c'est d'être assez organisé. Dire tel jour c'est une vidéo longue, tel jour c'est une vidéo courte, tel jour je fais un sondage, tel jour je fais ça. D'avoir un planning en fait. Mais après moi je suis tellement à l'arrache Mm. et en fait mon planning à moi il est tellement pump it up, ça change tellement de jour en jour que j'arrive pas à faire ça. Mais pour le moment je m'en sors pas mal. Pas, voilà, mais parce que moi c'est la passion. Et je pense qu'il faut avoir cette passion là aussi. Parce que vraiment, je pense que si on fait ça sans être passionné et qu'on n'est pas prêt à passer du temps, je pense qu'il faut Ça marchera pas. oublier parce que ouais, il faut vraiment, ouais, on vit ça en mode passion quoi. C'est vraiment, genre, moi j'ai du temps libre. Enfin, moi j'adore les jeux vidéo aussi. Ma PlayStation, j'allume quasiment plus maintenant. Alors qu'avant, j'adorais ça. Là maintenant, si j'ai une heure, bah, plutôt que jouer une heure à la PlayStation par exemple, bah, je vais peut-être faire du montage pendant une heure. Est-ce que tu Mais as déjà pensé à ça me plaît passer... toujours autant. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il faut pas que se mettre la barre trop haute et il faut pas que pour moi ça devienne une contrainte et de dire Enfin, ah putain il faut que je fasse du montage et que ça me fait chier, etc. Là, et c'est déjà arrivé je pense à certains youtubeurs, c'est que lorsqu'on arrive à un stade où on dit putain faut que je sorte mon truc, soit j'ai pas d'idée ou ça m'énerve ou bah on va pas tenir longtemps quoi. est-ce que tu as déjà, Ouais. est-ce que tu as déjà pensé à passer à mi-temps pour justement te consacrer encore plus à ta passion YouTube? Non. Non, parce qu'en fait, bah, le problème, c'est vu que c'est. Alors, si je gagnais de l'argent, ça me permettait de gagner de l'argent, oui. Enfin, mais ça compensera jamais mon salaire. Enfin, pas pour le moment, donc non, c'est pas possible. Ok. Bah, J'ai ça... pas la solution. Mais si un jour je le pouvais, si. Pourquoi pas? Ouais, franchement, carrément, quoi. Moi, je serais. Mais pour moi, c'est important de. Pour moi, quand on est influenceur santé. Enfin, j'aime pas le terme d'influenceur d'ailleurs, mais c'est plus C'était la YouTube. dernière question, c'est est-ce que tu te considères comme influenceur? Non, influenceur, non, parce que le terme a beaucoup de connotations péjoratives et Ouais. j'aime pas ça, parce que influenceur, il y a du côté business derrière, que j'aime pas, enfin t'as bien compris. Mais moi, je me considère vraiment comme un YouTuber. Et autant avant, j'avais un petit peu de mal, où je me considérais pas trop comme un YouTuber, autant maintenant, ça fait un an, j'ai un rythme, j'ai une communauté, ça se développe bien. Oui, maintenant, je peux dire, je suis même fier de dire, je suis YouTuber, quoi. Ça à 200%. Et pour moi, il y a deux choses quand tu es youtubeur santé et youtubeur tout court. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est que lorsqu'on s'exprime sur des sujets de santé, pour moi, il faut rester dans son champ d'expertise et de compétences. C'est-à-dire que je vois des fois certains médecins qui vont s'exprimer sur, j'en sais rien, moi, sur, mais justement peut-être sur l'arrêt cardiaque, mais qui sont, j'en sais rien, moi, qui sont rhumatologues ou j'en sais rien, et qui ont peut-être pas les compétences pour parler de ça en fait. Et c'est un peu dommage de parler de ça pour parler de ça en fait. Ouais, il parle pour créer du contenu. Exactement. Et parce que bah pareil, les sujets d'urgence, c'est des trucs qui marchent assez bien. Bon après pourquoi pas, hein, mais je trouve que c'est dommage de s'exprimer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas nécessairement ou de ressortir des trucs un peu voilà. Par exemple, moi, j'irai jamais m'exprimer sur des régimes. J'irai pas parler des régimes sans gluten parce que j'y connais rien et que c'est pas mon domaine. Mais pourtant, tout ce qui est diététique, comment je fais une vidéo comment perdre du poids en 10 conseils, je sais ça va marcher une vidéo comme ça. Mm. Mais moi, je suis urgentiste, donc dans ma légitimité, j'ai aucune légitimité à donner des conseils pour perdre du poids, quoi. Voilà, par exemple. Donc, je pense que c'est important de s'exprimer sur des sujets qu'on maîtrise et qu'on connaît. Et je sais plus ce que je voulais te dire d'autre. C'était ça, c'était de savoir si tu te considérais comme influenceur et du coup, non, du coup plutôt youtubeur. Ah oui, oui, complètement, oui. Ouais, ouais, Plus intéressant. j'aime pas trop. Enfin, après, peut-être que ça aura une autre connotation, mais j'aime pas trop le terme. C'est un peu. Et pour la dernière question que je poserai sur tous les épisodes de ce podcast-là, qui est-ce que tu me conseilles d'aller interviewer prochainement? Alors, je peux donner plusieurs noms ou pas? Ah bah, tu peux donner plusieurs noms. Alors, moi, je te conseillerais Tanguy Leroux. D'accord, ok, je vois très bien c'est qui, ok. C'est, ouais, Tanguy Leroux. Je te conseillerais bah, Avicenne, Walid. Je te conseillerais. Mais après, c'est difficile en fait parce qu'il y en a plein Que t'aimes bien et que t'as. Bah, oui, Faut oui, que oui, oui. faut que j'aille crescendo, donc.
Bah ouais, Avicenne assez vite, mais parce qu'Avicenne, c'est mon pote depuis très très longtemps. Ok, et bah Ouais, je alors te je dirais demanderai Avicenne. sur mon petit intro. Ouais, voilà, ouais. Bah, trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup, DocFX. Évidemment, on mettra tous tes réseaux en description de l'épisode. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir sur ce premier épisode du podcast. Et puis, bon, on te souhaite surtout beaucoup de réussite dans ta vie de youtubeur, de vrai youtubeur, et de bien gérer ton temps en tant qu'urgentiste. Et encore merci ce que tu fais, parce que c'est vrai que c'est fort. D'un côté, urgentiste, c'est hyper utile, et d'un côté, vulgariser et sensibiliser sur YouTube, c'est hyper utile. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Et bah merci beaucoup. À bientôt. Salut.